Et le très grand plaisir d'accueillir Elsa Godard. Bonjour. Bonjour. Elsa Godard, vous êtes philosophe, psychanalyste, directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel, critique de livres pour Psychologie Magazine. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment chez Albin Michel, Ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Je selfie, donc je suis, et la psychanalyse va-t-elle disparaître? Point d'interrogation. Vous nous proposerez en novembre en finir avec la culpabilisation sociale. Et c'est un rendez-vous chez le pédiatre avec votre fille qui vous a décidé à rejeter ce principe de culpabilisation que la société nous fait porter en permanence. Vous avez littéralement décidé de changer de vie. Oui, alors j'ai peut-être une situation un peu particulière, a priori du moins, puisque j'élève seule mes enfants par choix depuis toujours et que j'habite à Paris. Déjà, ça me place dans une situation précise. Et je suis plutôt quelqu'un de jovial et d'heureux, originaire du Sud, d'une bonne nature, pourrait-on dire. Et je me voyais m'enfoncer petit à petit au quotidien avec un poids. Je rentrais de l'école avec mes enfants dans la répétition quotidienne ce que les parents appellent souvent le tunnel du soir, oui. C'est-à-dire les devoirs, le bain, faire à manger, voilà, coucher les enfants, la routine. Et plus je rentrais, plus je m'enfonçais dans cette routine, et plus je sentais un fardeau sur les épaules, et je comprenais pas d'où il venait. Et puis, ce fameux rendez-vous à la PMI avec une pédiatre. Violent, hein, j'ai trouvé. Violent. Alors, en plus, peut-être préciser que j'enseigne l'éthique médicale. Oui, quand même. Ça veut dire que je suis dans la relation soignant-soigné et qu'on essaie d'améliorer le lien qu'il peut y avoir entre des personnes en souffrance et puis les personnes qui vont être amenées à les accompagner dans un parcours de soins. Eh bien là, je me fais littéralement agresser avec des injonctions, des représentations courbes à l'appui. Et j'ai trouvé que ce bref, parce que c'est évidemment très rapide, on ne prend pas 2 temps, ce bref moment était archétypal de certains symptômes de notre société contemporaine. Alors évidemment, avec le Covid-19, ces contraintes ont encore augmenté et ont mis en lumière que culpabilité et responsabilité sont intimement liées. Vous le démontrez très bien dans votre livre. Vous parlez de culpabilité de contrainte et de soumission volontaire. Alors, ce livre est parti de plusieurs événements. Alors, il y a eu ce point avec la pédiatre qui a été le point de bascule, pourrait-on dire, où je me suis dit, bon, ce sujet-là, je ne peux plus fermer les yeux dessus, je dois m'y atteler. Et puis, il y a eu évidemment la crise sanitaire avec le tri des patients. Et comme je le disais, étant donné que je suis amenée à accompagner nombre de médecins dans un cheminement et une réflexion éthique, et quand ils ont traversé cette problématique qui est celle, alors qu'on entend couramment dans les médias sous le nom de tri des patients, qui est une réalité dans un contexte d'urgence, mais qui n'a pas attendu le Covid pour exister, qui est une réalité de terrain dans le registre médical. Il y a eu ça. Il y a eu aussi, un peu à la même période, une réflexion sur le prolongement de la loi autorisant l'IVG de 12 à 14 semaines. Et puis, beaucoup de patients au cabinet avec cette problématique relative à l'IVG, et puis de constater qu'il y a très peu de choses écrites en termes de philosophie ou même de psychanalyse sur l'IVG, pas quand il s'agit d'accompagner le trauma que ça implique, quand ça implique un trauma, parce que tous les IVG ne sont pas traumatiques, mais il n'y a pas non plus de philosophie. Alors il y a Simone de Beauvoir, évidemment, on peut la citer, mais c'est très peu. Et me souvenir d'un cas d'une de mes patientes particulièrement emblématique, là encore, de la société contemporaine et de ce que peut être évoqué sous la forme de malaise, m'a sauté à l'esprit et m'a rappelé la puissance de ce que j'appelle des choix contraints. Et ce livre est né de tout cela, c'est-à-dire de la rencontre, de l'observation de plusieurs problématiques malaises, vécues à différents niveaux que je vais brièvement exposer, et de répondre à cette question, comment on fait pour continuer à vivre avec ça? Alors c'est ça, pour moi c'est le point fort du livre, c'est que vous montrez une voie pour survivre à ces mécanismes de choix contraints et de culpabilité, ce que vous appelez le principe de vie. Alors, plusieurs choses. Déjà, pour commencer, je démontre, je cherche à lever le voile de certaines situations paradoxales que j'appelle les choix contraints, c'est-à-dire, pour vous donner une illustration qui parlera, je pense, à tout le monde, le choix de Sophie. Oui. Donc c'est une illustration empruntée extrêmement bien expliqué. Oui. Alors empruntée à la littérature, certes, mais qui a été commentée par Camus, par Goethe-Anders, etc. Et où on montre la tension entre
ce qui n'est pas de l'ordre du désir, mais que je dois faire. C'est une soumission du désir. C'est le désir qui plie sous l'effet de la volonté, pourrait-on dire. Car finalement, je suis face à un choix contraint entre la peste et le choléra, entre le marteau et l'enclume, pour emprunter des expressions courantes. Bien finalement, je dois trancher là où je ne veux pas trancher, là où mon désir est ailleurs. Et là, je suis en situation de désespoir, parce que je me dois d'agir contre ma volonté, mais pour autant, ça reste un choix. Et la grande question que je me suis posée, c'est que quand on est placé en situation telle que le choix contraint, qu'on n'a pas d'autre choix que celui de choisir alors qu'on ne veut pas choisir, eh bien, cela induit inéluctablement un sentiment de culpabilité. Et je ne travaille pas sur la culpabilité personnelle, mais sur cette culpabilité qui nous est fait porter, hétérogène, pourrait-on dire. Cette culpabilité qui nous est fait porter, ces mécanismes, ces ressorts, ces discours sociétaux qui font que on est placé dans des situations de choix contraints et qui créent ce que j'appelle, pour bien montrer la différence d'une problématique personnelle ou psychologique, qui nous mettent en situation de culpabilité de contrainte. Et la grande question que je me suis posée, une fois qu'on a décortiqué tout ça, que j'ai montré en quoi, que j'ai mis au jour en quoi cette culpabilité de contrainte, qui était inévitable, se trouvait dans la vie domestique, avec des violences faites aux femmes, par exemple, dans le domaine professionnel, avec des managers qui nous placent en situation d'injonction paradoxale, dans notre rapport au corps, à la santé, etc. Une fois que j'ai montré tout ça, que je l'ai dénoncé d'une certaine manière, ben c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? La grande question, c'est comment survivre à un tel sentiment de culpabilité. Eh bien, je pense que la seule issue, et ça j'ai tellement pensé à mes médecins, parce que quand ils sont placés face à de tels dilemmes moraux, où ils se trouvent dans une solitude inextricable, la question c'est que quels que soient les conseils, les amitiés, les soutiens, quand on rentre chez soi le soir et qu'on se retrouve seul face à soi-même, même si on a lu tout Aristote, Kant et Lévinas, pour ne citer qu'eux, on est très content parce qu'on a quelques arguments, quelques concepts qui nous aident à avancer, mais il me semble qu'humainement parlant, ça ne suffit pas. Et j'en appelle à ce que j'appelle un principe de vie. C'est-à-dire qu'il faut bien rappeler que le paradoxe de ce choix contraint, c'est que quand on est placé en situation de choix contraint, on sait immédiatement quoi décider. Et ça, c'est surprenant, parce que c'est pas un choix rationnel, la raison est ailleurs. C'est pas un choix pulsionnel, puisque c'est un choix pensé. C'est un choix qui vient de quelque part, du tréfonds. C'est un choix qui, pour moi, se résume à l'idée, en toutes circonstances, comment sauver sa peau. Quand bien même sauver sa peau, ce serait aussi mourir. Et pour terminer, c'est que déjà comprendre ça, et ensuite en appeler à ce que j'appelle une responsabilité juste. Alors, j'allais y venir, mais penser la culpabilité, ça nécessite tout de même l'expression de loi, vous le dites. Hein, il y a des lois, des règles, des codes, des normes morales. Or, il y a parfois un fossé qui me paraît énorme entre la conscience morale qui nous est propre et les lois morales édictées par la société. Oui. Et ça, c'est le nœud du problème. Oui, c'est le nœud du problème parce que, prenons une dystopie. Imaginons que nous soyons abreuvés en permanence, alors ça c'est une dystopie, hein. Nous soyons abreuvés en permanence de règles, de lois, d'injonctions à devoir être, à devoir faire, et qu'au final on rentrerait dans ces normes qui créeraient des habitudes de pensée et donc qui créeraient un impensé. Ce qui fait qu'on accepterait ces normes sans plus les questionner. Et cela nous mettrait à distance, non pas de la loi morale qui serait imposée, comme toujours par la société, la culture, le contexte, mais nous mettrait à distance de notre sentiment moral. Et comme vous le dites si justement, ce sentiment moral, c'est aussi ce qui fait l'humanité en l'homme. C'est la condition de l'humain. J'ai beaucoup aimé votre chapitre consacré aux réseaux sociaux et à la cancel culture. La cancel culture, elle est vraiment en train d'établir une norme? Ça fait partie... Alors, toute la difficulté de ce livre, et là, je termine les dernières coutures, toute la difficulté de ce livre, c'est de surtout pas être à charge et de ne pas tomber dans des généralités, surtout pas dans des jugements.
Ça, c'est une grande leçon que j'avais reçue du selfie, hein, qui était un phénomène très récent à l'époque. Et donc, je pense qu'il faut faire attention de ne pas généraliser. Mais il est assez juste de penser que... Je vais prendre un exemple concret que je prends dans le livre aussi, qui répond à la cancel culture. Les algorithmes, par exemple, il y a quelque temps, les algorithmes d'Instagram avaient interdit certaines photos, donc de nudité d'enfants, notamment le torse d'enfant, jugeant que c'était donc immoral. Et force est d'admettre qu'en étant habitué à ces usages des réseaux sociaux, un adolescent, un enfant qui serait amené à grandir avec ça, intégrerait cette norme et donc ferait donc du buste d'une petite fille de 8 ans qu'on exposerait à la vue de tous quelque chose d'amoral parce que la nudité serait donc sexuée. Donc cela signifierait qu'on est en train de sexualiser un enfant de 8 ans. Et donc on intègre ça d'une certaine manière, et le fait de l'intégrer nous empêche de l'interroger, nous met à distance d'un principe critique qui nous permet justement d'être libres. Et là, je pense que le danger est là, que ce soit pour la cancel culture ou pour quantité de discours médiatiques, politiques, ambiants. On est abreuvé, on suffoque sous ces discours-là. Faut-il encore avoir la possibilité de les interroger? Et un point qui est très important de cette problématique liée à la culpabilisation sociale, j'ai envie de dire, à qui profite le crime? Déjà, de rappeler qu'on est tous coupables à tour de rôle, puisqu'on est tous amenés à la fois à juger en permanence, à évaluer et à critiquer. Deuxième, sans en avoir pour autant toujours les compétences. Et la deuxième chose, c'est que ce principe de culpabilisation, quand on culpabilise, quand on nous fait porter le poids d'une culpabilité, eh bien, le propre de la mauvaise conscience, c'est que ça crée des inhibitions. Et donc, on est tout entier tourné vers soi-même et non plus vers le monde. Et ces inhibitions, elles nous empêchent de nous révolter, elles nous empêchent de nous opposer, elles nous empêchent de penser. Et donc, c'est force d'admettre en conclusion, de ce point de vue-là, que ça empêche de faire société au sens du corps social. Parce que ça nous désolidarise du monde et de l'autre. Alors, une dernière question brièvement, Elsa Godard. Pour sortir de la spirale de la culpabilité, on a parlé de ce principe de vie qui passe par ce que vous avez appelé une responsabilité juste. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. C'est quoi, en 2 mots, la responsabilité juste? Eh bien, comme un sursaut qui serait aussi bien celui de notre humanité que de notre liberté, être capable, au moment de cette situation de culpabilité issue des choix contraints, de cette culpabilité de contrainte, comme dans un sursaut, comme un élan de survie, poser simplement cette question. Qui sont les vrais coupables? Qui m'a placé en situation de choix contraint? Le médecin n'a pas décidé de se retrouver là aux urgences pour savoir s'il devait donner l'ultime lit à 3 heures du matin. De la même manière, alors c'est un choix, c'est une illustration de la littérature, mais Sophie n'a pas choisi, n'a pas voulu choisir entre son fils et sa fille, elle n'avait pas le choix. La question, c'est qui lui a donné un pistolet entre les mains, bien que ce soit elle qui ait appuyé sur la gâchette. Merci beaucoup Elsa Godard. On finira avec la culpabilité sociale. Culpabilisation. La culpabilisation, pardon. On finira avec la culpabilisation sociale. Vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. C'est le titre de votre ouvrage qui sortira en novembre. J'aimerais dire un mot sur votre écriture aussi, parce que généralement les essais... On n'appelle pas ça de la littérature, là franchement, j'appelle ça de la littérature. Merci beaucoup. De la culpabilité à la honte, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement.